Nous retrouvons le plateau de regard croisé avec nos invités Sana Komlan Sadio Etu. Nous avons également le journaliste Komi Valentin Mayaba et Madame Sophia Kenyonsi Adanou. On parlait de Durban frappé par des inondations meurtrières. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu sur les lieux. Il a promis de soutenir les familles. Il a également promis de reconstruire ce Durban qui est une ville importante pour ce géant africain. Comme Valentin Mayaba était en plein développement quant à ce qui concerne le plan de reconstruction voilà. de Durban. Oui, je disais à l'instant qu'il faut mettre les moyens pour penser à un plan de reconstruction de Durban. C'est vrai que quand vous regardez dans la plupart des États, surtout africains, il faut attendre un événement pour constater justement les manquements. On le dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe ou qu'il y ait un événement de ce genre pour pouvoir penser qu'il y a tel ou tel handicap à tel niveau. C'est malheureusement ce qui est constaté. Et bon, ici, je crois que ce qui s'est passé avec cette inondation, ça va faire repenser aux autorités sud-africaines par rapport à comment des choses pour sauvegarder justement ces acquis-là qui... Déjà même Durban, quand vous voyez, apporte beaucoup. Je crois que c'est, combien de pourcents de PIB pour toute l'Afrique du Sud. Je crois que c'est énorme. Donc c'est une ville aujourd'hui qu'on ne peut pas aussi... 20%. 20%, voilà, 20% du PIB national. Ça veut dire que la seule ville qui a jusqu'à 20%, ça veut dire que c'est un pool. C'est-à-dire que c'est comment appelle-t-on? C'est un poumon de l'économie sud-africaine. Donc, ils ont intérêt à mettre les moyens. En ce qui concerne sa reconstruction, ils ont intérêt à mettre les moyens, à débourser beaucoup de sous pour reconstruire cette ville-là, afin que, justement, tout ce qui est comme aléa, on ne peut pas finir avec des aléas climatiques. Je le disais tantôt qu'avec des sommets qui s'organisent sur le plan international, il a fallu penser. C'est vrai qu'on évoque des sujets, mais jusqu'alors, leur mise en œuvre dans des pays respectifs, on ne les sent pas comme ça. Quand vous allez, on évoque des sujets qui sont intéressants, quand vous voyez, c'est des sujets de l'heure. Mais, ma foi, quand chacun rentre chez lui, patatras, on ne tient pas compte de des décisions qui ont été prises lors de ces rencontres-là internationales. Donc, ici, il faut que chaque pays, chaque État pense à son développement. Et en le faisant, je crois qu'il faut penser aussi aux éventuels événements malheureux qui puissent arriver, quelles que soient les situations qui présentent. Mais Durban ne peut pas quand même être mis de côté en ce qui concerne le développement de toute l'Afrique du Sud. Les moyens seront mis. Je suis sûr que Ramaphosa l'a réitéré avec beaucoup de douleur qu'il a senti lors de cet événement-là. Ouais, il va pas tarder à ce que beaucoup de moyens soient mis pour reconstruire cette ville-là. Madame, avant de parler de la reconstruction, il faut surtout penser aux victimes, à ceux qui ont perdu leur maison. Il y a des gens décédés, les familles qui souffrent également. C'est tout le peuple qui souffre. Comment on va pouvoir aider ces victimes? Bon, je crois que déjà, ils ont commencé par recenser ces victimes-là, bon, parce que d'autres n'ont plus d'endroit où se loger le soir venu. Donc, ils sont obligés de se rendre dans les locaux publics pour passer la nuit. Donc, il faut un plan. Il faut un plan. On peut pas, quand même, ils ne peuvent pas se lever comme ça. Voilà. Donc, il faut repenser un plan quand même de soutien économique et autres à ces familles, à ces victimes-là. Et comment est-ce qu'ils doivent le faire? Donc, eux seuls ont le génie de pouvoir analyser la situation et agir en fonction de chaque famille selon ses besoins et selon ce qu'elle a perdu pour quand même donner un apaisement, je dirais un apaisement, parce que être à un endroit, le construire pendant des décennies et être victime en quelques heures de perdre tout ce qu'on a et perdre même des vies humaines, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas consolable dans l'immédiat.
Mais je crois qu'il faut qu'ils arrivent quand même à apaiser leur cœur en leur accordant quand même des soutiens financiers, des soutiens de logement et autres, en repensant à la construction vraiment effective de cette ville-là. Et il ne faut pas attendre les catastrophes pour réagir, étant donné que c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que ça doit arriver d'un moment à l'autre parce qu'on est à la côte. Donc ça peut arriver et ça doit arriver aussi à des... Parce qu'on a vu dans d'autres pays, c'est après 100 ans que d'autres événements de ce genre-là se sont produits. Donc du coup, il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait ces catastrophes-là avant de penser à la construction de nos villes. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Les années antérieures, on a vu le Mozambique. Oui, le Mozambique a été frappé également. Voilà. Donc, du coup, déjà, il y a les alertes qui sont données en voyant la façon dont ces villes-là étaient soumises à ces catastrophes-là, ont été détruites par ces catastrophes-là. Il fallait penser que ça peut arriver un jour où ce pays et cette ville-là qui est tout juste à la côte peut subir des dommages vraiment lourds. Donc il faut penser, il faut que tous les pays africains qui ont des côtes, qui ont des villes côtières, qui apportent un plus à l'économie, pas un plus, énormément à l'économie et au développement de leur pays, qu'ils arrivent à penser à l'urbanisation, à la redynamisation, à réhabiliter certaines structures pour éviter ces genres de pertes de vies humaines surtout et de perte de l'économie. On dit, on sort, on veut aller au développement. Nous sommes des pays. Là, c'est comme on regresse. Voilà, on regresse. Et jusqu'à quand? Et on va laisser ces séquelles-là à nos enfants qui paieront quand même le lourd tribut parce qu'il y a un manque quelque part là. Donc, c'est valable pour tous les pays qui sont à la côte, y compris le nôtre aussi, de voir le littoral qui est là en train d'être rongé. Vous quittez avec Pozo pour aller à Néron, avec on fait le constat de deuxième quai. Et autres. Donc, du coup, il y a cette avancée, cette transgression de la mer vers l'intérieur. Il faut penser à ça. Et au temps du feu Yassine Beyadema, bon, il y avait des trucs là, des roches qu'on ramassait pour quand même contrecarrer l'avancée de la mer pour que ça ne puisse pas quand même attaquer tout de suite. Au moins s'il y a une alerte qui puisse agir avant. Mais aujourd'hui, bon, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas ce qui se développe de ce côté pour contrecarrer quand même cette avancée. Ah ouais, on sait que le gouvernement est en train de réfléchir. Moins de 100 mètres, il y a la mer qui est là. Et il suffit qu'il y ait une haute marée, on ne le souhaite pas, et que ces maisons-là soient anéanties en une nuit avec tout ce que nous avons comme changement climatique de nos jours. Il faut repenser quand même à la construction des villes, surtout les quartiers qui sont côtiers. Alors, vous avez vos visas, on va quitter, si vous le permettez, d'Urban en Afrique du Sud avec cette mauvaise nouvelle. Pour le Mali qui vit aussi des moments difficiles avec ces sanctions, la CEDEAO a voulu frapper fort. Néanmoins, aucun des pays de la communauté n'a intérêt à ce que cette situation dure. L'interdépendance entre le Mali et les autres pays de la zone fait que la fermeture des frontières terrestres et maritimes, excepté pour les produits de première nécessité, touche par ricochet les pays voisins. C'est le cas donc du Sénégal qui souffre des milliards de francs CFA perdus selon des études comme Valentin Mayaba. Est-ce que la CEDEAO avait prévu tout cela avant de prendre la sanction contre le Mali? Non, je crois que ce qui s'est passé avec la CEDEAO, avec ces sanctions à l'égard de la France, enfin du Mali, à penser. Bon, je ne sais pas si c'est pensé ou on peut le dire comme ça, c'est qu'ils ont confondu vitesse et précipitation. Je vais m'expliquer. Vous savez, ils ont pensé qu'en infligeant des sanctions au Mali, les autorités maliennes vont quand même reculer ou faire un rebond. Mais malheureusement, ils n'ont pas pensé que ça allait durer, ça allait prendre du temps jusqu'à ce niveau, puisque en donnant des sanctions au Mali, ils se disaient que, bon, pratiquement dans un ou peut-être 2 mois. Deux semaines, voilà, le Mali allait replier. Bon, maintenant que la situation ça dure, le Mali aussi a des alliés qui ont dit, bon, chacun reste sur son coude. Et puis, bon, la situation perdue. Actuellement, les pays côtiers sont étouffés.
On est en train de parler du Sénégal qui actuellement perd des milliards en termes d'économie. Le Togo également ne peut pas en dire moins. Pratiquement tous les pays qui alimentent le Mali sont atteints. Ça fait que quand vous regardez au sein même de cette CEDEAO, il y a toujours des voix discordantes. Il y a beaucoup qui ne sont pas prêts à accepter ces sanctions-là dans leur plénitude. Aujourd'hui, vous allez constater que il n'y a pas de l'unanimité au sein de ces chefs d'État de la CEDEAO. C'est vrai que de façon, c'est de façon universelle, on prend des décisions, mais vous avez vu que certains chefs d'État font... Ça, c'est ce qu'on dit toujours, mais on ne voit pas le faire concrètement, comme il Mayaba. Les chefs d'État, c'est vrai que ça ne sort pas. C'est vrai que même s'ils sont représentés, nous connaissons comment la diplomatie fonctionne. Et donc, quand vous regardez un peu, les gens sont en train de regretter. Je parle de ces pays. Les dirigeants de ces pays-là, de la CEDEAO, qui ont pris des sanctions contre le Mali, sont en train de regretter actuellement. Ils ne l'ont pas dit. Hein. Non, il ne peut pas dire, puisqu'il ne l'avait pas dit haut. Il ne peut pas le dire ouvertement. Donc, il faut chercher des stratégies, il faut chercher des stratagèmes. Le président nigérien l'avait dit quand même. Oui, voilà, merci. Il l'avait dit. Donc, d'ailleurs, même le plus souvent, beaucoup le disent, mais sous une autre forme, en disant que non, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas que, c'est pas plaisir, nous prenons des sanctions contre le Mali. C'est pas que ces sanctions-là ne sont pas seulement affectées, les sanctions, c'est-à-dire que les conséquences ne sont pas que maliennes, il y a aussi d'autres pays qui sont affectés, mais sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan politique et même sur le plan diplomatique, vous allez voir qu'il y a des discussions de couloir. Actuellement, je crois que il y a des tractations qui se font. Le chef de l'État togolais même a fait un déplacement, je crois, avant-hier, il allait rencontrer le ministre, le président Ouattara. Il y a le huis clos qui est sorti. Ils ont parlé du cas malien. J'ai écouté, ils ont parlé du cas malien, que non, ce qui se passe avec les pays, les Maliens, enfin, la junte, il a fallu trouver une formule. L'essentiel de ce que, c'est de Faure que je reprends les mots de Faure. L'essentiel, c'est de tout faire pour pérenniser ce qui est paix, ce qui est stabilité dans le pays. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des voies et moyens que les chefs d'État de la CEDEAO sont en train de pouvoir privilégier pour amener la CEDEAO également, les autorités maliennes, à trouver une solution commune pour le développement même de nos nations, parce que de nos pays, de cet espace CEDEAO. C'est vrai que quand vous regardez dans l'ensemble de toutes ces sanctions qui ont été prises, il y a des sanctions qu'on appelle des sanctions plus poussées par rapport, quand on parle de fermeture des frontières, quand on parle de gel d'affaires, de trucs là. Et ils ont constaté que non, avec ça, les autorités maliennes vont fléchir. Mais bon, vous allez constater que depuis un moment, ils ont aussi pris une tangente, et avec le soutien même de, quand je vais dire tout à l'heure, vous allez me dire que c'est quel Malien, même si c'est 3 personnes qui sont sorties pour marquer pour apporter cette marque-là par rapport à la solidarité aux autorités maliennes, il est important de le relever pour dire qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont l'onction de la grande partie du peuple malien par rapport à leur gestion, par rapport à tout ce qui est gestion. Mais ceci, n'oubliez pas que c'est un défi, c'est une défiance de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... De la France? Oui. C'est-à-dire que les autorités maliennes aujourd'hui... Où est le rapport? Oui, il y a le rapport. Je vais allez-y. Qui est posé des questions. Allez-y. Je vais lui donner la parole tout à l'heure. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que les gens, les autorités maliennes estiment, ou le peuple malien estime que tout ce qui arrive au Mali aujourd'hui est né de la France. Même les coups d'État. Les coups d'État. Ce sont elles qui ont fait les coups d'État, c'est pas la France. C'est illustratif par rapport, quand vous regardez le dernier sommet de la CEDEAO qui s'est déroulé à Accra actuellement et récemment, il y a même le président Macron qui avait donné des injonctions au président, il avait appelé John et le président Akufo-Addo, lui parlant de choses, comment l'appelle-t-on? Ça c'est avant le sommet. Oui, avant le sommet. C'est justement ce que chef, ça dit que tout va se passer via le sommet. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, que c'est ce sentiment anti-français qui anime le peuple malien. Et la lutte que le Mali est en train de mener, ce n'est pas une lutte pour le Mali seul. Vous allez voir qu'il y a pratiquement la plupart des pays qui ne veulent pas avoir quand même cette intrusion de la France dans les affaires de certains pays, comme que vous constatez. Donc ici, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la France aujourd'hui utilise la CEDEAO. C'est ce que estiment la plupart des chefs, enfin des populations maliennes,
pour estimer que vous ne pouvez pas constater dans aucun rapport ou dans aucun communiqué les sentiments quand vous prenez les interviews que les gens tendent le micro, que les gens tendent aux populations. Ils disent non que la France et la CEDEAO. Quel est le rapport? Comme l'a posé la question Sana. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié? On ne peut pas aussi se baser sur ce que les gens disent dans les rues. On ne peut pas se baser sur cela. En le disant ici, c'est comme si la CEDEAO n'est pas indépendante. Non, attention, quand vous dites ça, c'est dangereux, puisque ce qu'on dit de côté, et que quand vous ne prenez pas en compte ce que les gens disent, c'est dangereux. Est-ce qu'ils ont les preuves? Non. C'est ce qui est important. Quand vous prenez en compte avec des arguments quand même. Ouais, non, voilà. Je ne dis pas répéter ça de manière béate. Attends, on ne dit pas qu'on vous terminez, comme Mayaba, quand vous prenez par allez-y. exemple vous tendez le micro, 1, 2, 3 personnes qui disent voilà. Vous ne devez pas peut-être dire que ça là, c'est mis de côté. Est-ce qu'on peut tendre les micros aussi à ceux qui diront le contraire? Oui, effectivement. Là-bas même. Quand vous prenez, quand vous prenez ce ratio, vous allez voir que actuellement les tendances ne sont pas les mêmes. Alors, donc c'est pourquoi je dis, cette CEDEAO que les gens décrivent aujourd'hui, c'est en rapport avec le lien qui existe entre la CEDEAO et la France, qui instrumentalise justement la CEDEAO pour des raisons que personne ne maîtrise, que beaucoup maîtrisent, mais refusent de reconnaître. Donc ici, la CEDEAO, c'est vrai qu'elle est venue avec des raisons bien valables pour cet espace communautaire, mais aujourd'hui, les gens pensent que cette CEDEAO a laissé de côté les raisons qui l'ont motivé à cette organisation, mais joue sur certaines fibres qui ne sont pas quand même utilisées par les populations. Alors, Sana Komlan Sadio et tout, c'est clair, le constat est clair. La CEDEAO voulait punir le Mali. Finalement, on sent que la CEDEAO elle-même, elle est punie. Le Sénégal, on parle de lui, souffre, on perd des milliards. Il y a d'autres pays, comme Valentin Mayaba a parlé du Togo, pourquoi pas, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres. Moi, ce qui m'attriste, c'est que lorsqu'on parle d'un cas si sérieux comme le Mali, on s'amuse comme des nègres qui aiment être dans l'émotion parler de la France. Vous pensez que la France n'est pas derrière? Mais pourtant, la France appelle. Le président Macron a déjà dit qu'il va appeler le président Nana Akufo-Addo. C'est de l'ingérence, ça. Suffit-il de tenir ce genre de propos pour faire constater une ingérence? Qu'est-ce que tu appelles l'ingérence maintenant? Si quelqu'un intervient par rapport à une situation pour un pays. Allez-y. Ceci dit, comme je l'ai toujours dit, les problèmes que le Mali, les problèmes sécuritaires liés à la rébellion des Touaregs au Mali date de 1958. Et ça, vous l'aviez toujours dit. Je le dis toujours. Et aujourd'hui, on est à la 6e rébellion qui s'est soldée récemment par les accords de paix d'Alger. Est-ce la France, en 1958, qui a demandé à 300 notables Touaregs de signer un mémorandum demandant à la puissance coloniale de créer un État Touareg au Sahel? J'invite M. Mayaba à aller lire l'histoire du Mali. Je connais mieux l'histoire que toi. Cela dit. On va l'écouter. On peut concéder que la situation ou bien la dislocation de l'État libyen a renforcé ce qui se passe actuellement. Soit les projets indépendants, soit les positions. Les groupes armés terroristes. Mais encore, il faut reconnaître que ce n'était pas la France seule qui est intervenue en Libye. C'est sous mandat de l'ONU. D'ailleurs, même la Russie s'est abstenue. Et tout le monde sait qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, pour bloquer une résolution, il faut voter contre. Si vous ne votez pas quand vous vous abstenez, ça passe naturellement. Donc j'aimerais que les gens puissent intégrer cela. D'ailleurs, dans une sortie d'Emmanuel Macron, lui-même, il a regretté ce qui s'est passé. Donc, cela dit, il ne faut pas faire de l'amalgame entre les choses. Au Togo, en 2005, le 5 février 2005, jusqu'au 25 février 2005, le Togo a vécu la même chose. La Côte d'Ivoire a vécu la même chose. C'était un Malien qui était à la tête de la CEDEAO. Alpha Oumar Konaré. Au moment, est-ce la France qui a fait adopter le protocole additionnel de la bonne gouvernance et de la démocratie à la CEDEAO? Je dis non. Donc je crois que c'est des arguments au rabais que de dire que tendre le micro aux gens. Il y a des gens comme moi aussi qui pensent le contraire. Alors, si nous voulons tendre le micro, alors adoptons
une démarche objective scientifique qui permet de savoir que, ouais, on a interrogé tel s'ils ont donné tel argument. Maintenant, je dis, lorsque les sanctions de la CEDEAO, et d'ailleurs je rejette l'argument qui consiste à dire que les sanctions de la CEDEAO n'ont pas produit d'effet. Ils ont produit des effets, d'autant plus qu'on sait qu'on est parti de 5 ans, on est arrivé à 4 ans. Non, il n'y avait pas 5 ans. Il n'y avait pas 5 ans. Il faut Il y avait un intervalle de 6 mois à 5 ans. Précisons les choses. On est à 3 ans aujourd'hui. C'était une image qu'on avait donnée. Donc on est arrivé aujourd'hui à 3 ans. Non, il parle de 2 ans même. Il parle de 2 ans. Voilà, aujourd'hui, il y a eu de la position. Ont été revus à la baisse. Donc on ne peut pas dire que ce que la CEDEAO n'accepte toujours pas. n'ont pas un effet. Ce n'est pas vérifié. Tout le monde sait que ces sanctions ont l'effet. A clairement dit qu'ils ont fait des efforts et qu'ils regrettent que la CEDEAO ne voit pas les efforts. Eux-mêmes ils ont dit. Parce qu'ils disent 2 ans. Ils disent 2 ans et ils ont fait des efforts. La CEDEAO peut faire des efforts aussi. Qu'on passe d'un intervalle de 6 mois à 5 ans pour 2 ans, on a fait des efforts. Absolument, on a fait des efforts. Et je salue la sortie de notre président. Le président Faure, qui le faisait d'ailleurs de manière informelle. Et là, lors d'une visite officielle au président ivoirien, mais il demande à ce que la CEDEAO puisse revoir sa manière de procéder avec ces pays qui connaissent, n'est-ce pas, des instabilités politiques. Donc, ceci dit naturellement, les pays qui ont des frontières, de la CEDEAO surtout, qui ont des frontières directes avec la CEDEAO, avec le Mali, et d'où transitent un certain nombre de produits comme, je parle du Sénégal, je parle de la Côte d'Ivoire, ils sont plus touchés parce que ce sont leurs ports qui sont les plus utilisés. Mais pour le cas du Sénégal, le problème c'est que il s'agit essentiellement du transport de matériaux de construction. Et il souhaite que Macky Sall puisse faire une main levée de quelques jours, comme le président Alassane Ouattara l'avait fait, pour les soulager. Parce que c'était des marchandises, c'était des convois qui étaient en déplacement avant que le 9 janvier, la décision, si je peux l'appeler, le blocus, soit mise en application. Donc il souhaite que Macky Sall puisse prévoir une main levée de quelques jours puisque ces marchandises puissent transiter. Cela dit, je ne pense pas que les chefs d'État de la CEDEAO sont des bisounours. Ils ont des ministères du commerce, la CEDEAO elle-même a des instances qui savent les impacts, même dès les premiers jours. Monsieur Alassane Ouattara l'a clairement dit. Donc nous ne leur apprenons rien, ils sont bien au courant de la situation, mais je crois que c'est une discipline qu'ils veulent faire respecter dans la sous-région. Et là, forcément, il y aura des dégâts de part et d'autre. Jusqu'à quel point, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour pouvoir faire respecter une discipline, il faut tout payer. Et la CEDEAO aussi est en train de payer cela. C'est le cas du Sénégal qu'on est en train de voir, qui perd des milliards. Oui. Bon, qui a demandé à la CEDEAO et au Sénégal de faire le blocus? Qui le lui a demandé? Le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Bon, le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Voilà, bon, il ne faut pas oublier que, voilà, que quand on sanctionne de façon économiquement une région qui est frontalière à son pays, on se sanctionne aussi. Donc, en sanctionnant le Mali, les pays qui ont adopté les sanctions se sont sanctionnés. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Moi, je dirais il y a 2 balles qui sont allées au Mali. Des balles dans leur pied. Je dirais ça. Donc, pour amplifier vraiment l'ampleur, les conséquences néfastes de ces embargos-là sur ces mêmes pays. Je sanctionne mon fils, tu ne vas pas manger de la pâte ce midi. J'ai préparé, la pâte va rester là. Et ça va faire quoi? Ça va pourrir peut-être. Peut-être on va donner au chat. Voilà. Donc, moi je voulais faire seulement un rapprochement. Et il faut voir par exemple ce qui se passe en Occident et avec la Russie. Les sanctions prises par le monde occidental. L'Occident, l'Union européenne est restée toute seule maintenant à subir l'effet de ces sanctions prises à l'encontre de la Russie. Subit aussi. Oui,
là, je veux prendre le côté de celui qui prend les sanctions. Elle est restée toute seule parce que les autres n'ont pas adopté les sanctions en tant que telles. L'Union européenne, je vous l'ai dit. Parce que, quoi qu'on dise, la Russie est en train, je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais je fais un rapprochement, permettez-moi. Allez-y. En train d'envoyer le gaz toujours à ces pays-là, mais Zelensky, l'Ukraine perçoit encore jusqu'à ce jour les taxes, que la Russie lui doit. Ben, c'est elle qui a dit aux industriels français, quittez la Russie, fermez vos portes, ceci, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on raconte? On voit aujourd'hui, avec les contre-sanctions déployées par Poutine, on voit comment le dollar, si on ne sait pas faire, va tomber. Elle va devenir quoi? Un simple papier. Et quand le rouble aussi a repris son cours, quand les États-Unis vont comprendre que ils ont maintenant leur propre monnaie, on va commencer par leur dire aussi qu'ils ont des dettes. Voilà, parce qu'il y a cette nuance-là que au moins nos chefs d'État n'ont pas vu qu'en sanctionnant de façon économiquement ou de façon économique un pays, on se sanctionne. On ne peut pas sanctionner ses propres économies. On ne peut pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. Il y a des ministres chevronnés. Au début, ils n'ont pas vu que ça devait continuer, comme la question que vous aviez posée tout à l'heure. Comme Imayaba, ils pensaient que les autorités peuvent abdiquer. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que, bon, aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal seul, c'est eux qui ont sorti quand même ce qu'ils perdent par rapport à ces sanctions-là, cet embargo-là. Et on a vu, le Mali non plus n'a pas fait sortir. Oui, le Mali a trouvé une alternative en convoyant tout par Nouadhibou et en prenant ce qui... La Guinée, voilà, la Guinée aussi. Et on a donc le Mali ne subit rien. Donc le Mali a subi... Qu'est-ce que ils ont gelé leurs avoirs. Même les avoirs localement et à l'extérieur, même quand bien même ils n'en ont pas. Et moi je dis ces avoirs-là, c'est du vol. Excusez-moi le terme de le dire, c'est du vol. On sanctionne qui? Les populations. On ne sanctionne pas ceux qui sont au pouvoir parce que le Mali avait sanctionné le Togo aussi sous couvert de la CEDEAO. Oui, mais bon, à l'époque, aujourd'hui les choses ont évolué et donc il faut plus sanctionner. C'est le même test. On voit l'analyse d'une autre façon. Mais aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé? Et dans le temps, est-ce que le Togo s'est débrouillé? Le débat est très passionnant. On va marquer la pause pour juste le temps du journal et vous revenez. La pause pour le journal et on revient avec nos chers invités.